On dit fréquemment que le chien est le meilleur ami de l'homme. En effet, d'innombrables histoires témoignent de leur fidélité et de leur sens du sacrifice lorsque la vie de leur maître est en danger. Pour autant, dans certains cas, le dévouement et l'affection qu'un chien porte à son maître peuvent se retourner involontairement contre ce dernier et le dénoncer. Palm Beach, Floride. Une ville aux deux visages. Elle accueille certaines des plus grosses fortunes du monde, mais à quelques kilomètres des luxueuses propriétés habitent des personnes qui luttent pour survivre. Il y a des quartiers très chics et d'autres très malfamés, avec un taux de criminalité élevé. Et considérant la taille de l'agglomération, le nombre de crimes violents est en augmentation constante. Kathy et Jeffrey Lamb n'habitent pas une luxueuse demeure de Palm Beach. Jeff est chauffeur de dépanneuse. Kathy travaille pour une chaîne de supermarchés. J'adorais Jeff. C'était un gamin très mignon. Il était gentil avec Kathy. Le plus important, c'est qu'elle l'aimait. Donc, je ne pouvais que l'aimer aussi. Le 15 juillet 2004, Jeff rentre de son travail à 19 h. En pénétrant dans la maison, il s'aperçoit qu'il y a du sang partout. Il était hystérique au téléphone et il n'arrêtait pas de pleurer. Je crois que la personne qui a répondu à son appel pensait que c'était une femme. Okay, ma'am, I need you to take some deep breaths. Take some deep breaths, okay? Breathe in and breathe out. Okay, now, are you having an asthma attack? No, my wife is on the floor here. She's bleeding all over the place. Les projections de sang étaient presque toutes concentrées sur le mur contre lequel sa tête reposait, et aussi sur le mur opposé, situé à 1,50 m ou 1,80 m en face. Il y en avait aussi sur le bureau, et elles ont coulé le long du mur et sur une chaise. Il y avait du sang partout. C'était une vision d'horreur. Lorsque l'ambulance arrive sur les lieux, les secouristes prononcent la mort de Kathy Lamb. Elle a été battue à mort. Ses blessures n'étaient pas dues à un ou deux coups. Elle a reçu plusieurs coups à la tête. Ils ont forcément été portés avec un objet lourd. Entre le premier coup qu'elle a reçu et celui qui a provoqué sa mort, elle a dû souffrir atrocement. Elle a dû vivre un vrai calvaire et se demander pourquoi ça lui arrivait. L'arme du crime n'est pas retrouvée sur les lieux. Les experts pensent qu'il s'agit d'un objet contondant dont l'extrémité serait de forme hexagonale. 2 des chiens du couple ont également été battus. Ils ont été retrouvés inconscients. On a dû les euthanasier parce que les blessures qu'ils avaient à la tête étaient bien trop graves. Les chiens avaient du sang sur les pattes et sur la gueule, ce qui semble indiquer qu'ils ont dû attaquer l'agresseur de Kathy quand il la frappait. Avec l'effet de meute, les 2 chiens s'acharnaient sur un individu. Donc, à mon avis, l'agresseur ne sortirait pas indemne d'une telle rencontre. Et le tueur aurait certainement abondamment saigné à cause de telles blessures. Nous avons décidé d'effectuer des prélèvements sous les griffes et dans la gueule des chiens. Parce qu'en cas d'intrusion comme celle-ci, il est probable que les chiens aient griffé ou mordu l'agresseur. Le 3e chien du couple est retrouvé dans une autre pièce de la maison. Il n'est pas blessé. C'est vraiment un mystère. Pourquoi quelqu'un chercherait à s'introduire dans une maison où il y a 3 chiens, des gros en plus? Quand j'ai parlé à l'inspecteur Kim Bradley, elle m'a dit « Tout sera fait pour rendre justice à Kathy. Nous trouverons le coupable. » Il n'y a pas de suspect. Du moins, la police ne nous a communiqué aucun nom. Le bureau du shérif se tourne vers les habitants du quartier pour obtenir des informations. Des affiches avec la photo de Kathy Lamb sont distribuées. Et toute personne ayant des informations est invitée à contacter la police. La scène de crime où le corps de Kathy Lamb a été retrouvé est un véritable casse-tête pour la police scientifique. Les enquêteurs privilégient au départ le mobile du vol. Le mari de Kathy, Jeff, affirme que la seule chose ayant disparu est une paire de boucles d'oreilles en or et diamants. Dans la chambre du couple, tous les tiroirs étaient ouverts. Pourtant, rien d'autre n'avait été saccagé. Les vêtements étaient toujours bien empilés et il n'y avait pas beaucoup d'objets ni de bijoux sur le dessus de la commode. Selon le médecin légiste, la mort de Kathy serait survenue entre 16h30 et 17h. Le fait que Jeff Lamb ait découvert le corps de sa femme
fait de lui un suspect. Jeff Lamb avait un alibi parfait. Il se trouvait sur son lieu de travail et des gens pouvaient témoigner de ses faits et gestes à ce moment-là. La liste des suspects ne tarde pas à s'allonger. Alors que la police examine la scène de crime, une femme du nom de Joyce Tidal se présente aux enquêteurs comme étant la fiancée de Jeff Lamb. C'est vraiment très curieux comme situation de voir le mari, et de ce fait le veuf, se faire consoler à proximité de la scène de crime par une fiancée. Je pense que ça vous en dit long sur la nature d'une personne. Quand un homme affirme que tout allait bien avec sa femme ou sa petite amie, et qu'une autre petite amie se présente sur la scène de crime, ça soulève de nombreuses questions. Le mode opératoire de l'assassin est un mystère. En dépit de la présence de 3 chiens, dont des bergers allemands et un pitbull, il n'a pas hésité à s'introduire dans une maison pour frapper à mort Kathy Lamb. Le vol est le mobile apparent de l'agression. De nombreuses questions se posent aux enquêteurs. Pour quelle raison le tueur a-t-il choisi de cambrioler une maison protégée par 3 molosses? De quelle manière s'est-il battu contre la meute? Comment expliquer que l'un des chiens ait été enfermé dans une chambre alors que les 2 autres gisaient inconscients et sauvagement blessés? Tandis que les policiers tentent de résoudre cette énigme en passant la scène de crime au peigne fin, une jeune femme, Joyce Tidal, se présente à eux. Elle prétend être la maîtresse du mari de la victime. Et contre toute attente, Jeffrey Lamb confirme qu'il avait effectivement entretenu une liaison avec elle, mais qu'elle s'est achevée et que plus aucun lien amoureux ne subsiste entre eux. Cette révélation n'en modifie pas moins l'orientation de l'enquête. Selon la version de Jeff, sa femme et lui venaient de se réconcilier et allaient bientôt reprendre la vie commune. C'était forcément contradictoire de voir Joyce Tidal débarquer en disant « Nous allons bientôt emménager dans la ville de Jupiter ». La jeune femme fait désormais partie des suspects, mais elle a un alibi. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant des environs et des dizaines de personnes peuvent témoigner de sa présence au moment du meurtre. Le relevé des appels téléphoniques de Jeff Lamb fournit à la police un autre suspect. L'après-midi du meurtre, Jeff Lamb a parlé à l'une de ses autres amies. Le premier appel qu'il a reçu juste après la mort de Kathy Lamb venait de Lisa Hatzerbell. Il s'agit d'une voisine de Joyce Tidal. Lisa Hatzerbell est mariée et mère de 2 enfants. Interrogée par la police, elle admet rapidement qu'elle avait aussi une liaison avec Jeff Lamb. En fait, le mari de Lisa a surpris les amants dans une situation embarrassante quelques semaines avant le meurtre de Kathy Lamb. J'ai donné un coup de pied dans ma porte d'entrée et je l'ai vu sur mon canapé. Il était torse nu. Il avait un short ou un pantalon, mais ni chemise ni chaussettes. J'étais fou de rage et je l'ai sorti de chez moi en le faisant passer par la porte coulissante de derrière. Ray affirme qu'il a ensuite appelé Jeff Lamb. Je lui ai laissé un message pour lui dire que s'il s'approchait encore de chez moi ou de ma famille, je le tuerais. Mais j'étais en colère quand j'ai dit ça. Je ferais n'importe quoi pour protéger les miens et je ne voulais plus qu'il soit une menace. En apprenant que Ray était fou de rage contre Jeff, notre premier réflexe a été de nous intéresser à lui comme suspect. Il fallait creuser cette piste. Pourtant, Lisa et Ray Hatzerbell ont tous les deux un alibi le jour où Kathy Lamb a été tuée. Ils sont éliminés de la liste des suspects. La police est toujours intriguée par l'appel de Lisa à Jeff l'après-midi du meurtre. La jeune femme maintient qu'il s'agissait d'un appel amical. Les relevés téléphoniques montrent que la jeune femme l'a contacté de chez elle. En revanche, ils prouvent aussi que lorsqu'il a répondu, Jeff ne se trouvait pas sur son lieu de travail, comme il le prétend. Nous nous sommes basés sur ces relevés et ils montraient qu'il était à proximité de cette maison. C'est une preuve incontestable qui contredit les affirmations de Jeff Lamb sur l'endroit où il se trouvait. Les enquêteurs relèvent une autre déclaration contradictoire. Selon Jeff, son chien, Bandy, était enfermé dans une pièce de la maison lorsqu'il a découvert le corps de sa femme. Mais la police a relevé des empreintes de pattes ensanglantées dans la chambre. Et il s'agit du sang de Kathy. Ce qui signifie que le tueur a fait entrer le chien dans la pièce après le meurtre de Kathy.
Mais pourquoi? Kathy Lamb a été battue à mort et 2 de ses chiens ont violemment été frappés. L'agresseur a vraisemblablement utilisé la même arme. Des amis de la victime et même Jeff, son mari, ont déclaré que les chiens auraient réduit en charpie tout intrus. La police ne parvient pas à expliquer pourquoi les 3 chiens ne se trouvaient pas au même endroit. Pourquoi les 2 plus petits chiens ont-ils été battus à mort? Et pourquoi le plus fort des 3 a été épargné? Il était en outre enfermé dans une chambre. Ce 3e chien était le résultat d'un croisement. C'était le chien de Jeff Lamb. Les enquêteurs pensent que le sang retrouvé sur les pattes et la gueule des 2 petits chiens est celui de l'agresseur de Kathy. Pourtant, les analyses médico-légales démontrent le contraire. Les prélèvements effectués sur les chiens et les coupures examinées n'ont révélé aucune trace d'ADN d'origine humaine. Au début, la police pense que le 3e chien du couple a été épargné, mais elle découvre qu'il a aussi des blessures, mais qui n'auraient pas été infligées par le tueur. Nous avons établi que Bandy avait de nombreuses plaies, indiquant qu'il s'était battu. On suppose qu'il s'est bagarré, entre autres, avec les 2 autres chiens de la maison. Les chiens se sont donc battus entre eux, et ils n'ont pas attaqué l'agresseur alors que celui-ci les battait. Ils ont supporté les coups sans broncher avant de finir par se cacher. La reconstitution du drame intrigue les enquêteurs. Je la résume en quelques mots. Un inconnu pénètre dans une maison avec l'intention de la cambrioler. L'occupante des lieux se trouve à l'intérieur, sous la protection de 3 chiens de grande taille. Cette présence ne dissuade pas pour autant l'agresseur. Il entre, frappe la femme et 2 des chiens à l'aide d'un objet contondant, dérobe un bijou de valeur et prend la fuite. Durant cette attaque, plutôt que de défendre leur maîtresse, les chiens se battent entre eux, se mordant mutuellement. Pour les éthologues, les spécialistes du comportement animal, une seule explication est possible. Un étranger n'aurait jamais pu frapper sauvagement ses chiens sans qu'ils essaient de se défendre. C'est forcément une personne qui connaissait les animaux, une personne à qui il ne pouvait pas s'opposer. D'après tous ces éléments, il semblait évident que seule une personne pouvait avoir commis ce crime. Mais le bureau du procureur rencontre une difficulté. Le seul témoin du crime s'appelle Bandy et il ne parle pas. Les enquêteurs doivent découvrir d'autres éléments incriminants. Ils s'intéressent donc à la situation financière de Jeff Lamb. Quelques années plus tôt, les précédents employeurs de Jeff l'ont accusé d'avoir volé près de 30 000 $. Il a alors accepté de restituer l'argent en s'acquittant en plus d'une amende de 20 000 $. Il n'avait rien d'un idiot. Mais si vous le connaissiez, vous ne pouviez pas non plus affirmer que c'était un cerveau. Son emploi de chauffeur de dépanneuse ne lui rapportant que des revenus modestes, le montant de l'amende est synonyme d'énormes difficultés pour le suspect. 20 000 $, c'est une somme. Pour certains, c'est comme s'il s'agissait d'1 million. La police découvre également que Jeff est l'unique bénéficiaire de l'assurance vie de Kathy, d'un montant de 29 000 $. Jeff a été contraint de rembourser l'argent qu'il avait détourné. Et je pense qu'il ne voulait plus effectuer les paiements. Le montant de l'assurance vie de sa femme était plutôt modeste, mais il était convaincu que c'était la solution à tous ses problèmes. Il avait besoin de cet argent par tous les moyens. La police confisque les vêtements que portait Jeff le jour où sa femme a été tuée. Dans les vêtements que nous avons saisis, il y avait un t-shirt à l'effigie du diable de Tasmanie. Et le personnage faisait un L avec son pouce et son index, et l'inscription « loser » en dessous. Il portait aussi un jean bleu sombre et des bottes noires. Les analyses médico-légales ne révèlent aucune trace de sang ni sur le t-shirt ni sur les bottes noires. Les experts décident de s'intéresser plus en détail au jean du suspect et en examinent chaque centimètre au microscope.
Déceler du sang est plus difficile sur un vêtement très sombre. Mais grâce à une image agrandie 60 fois, James Stewart peut découvrir des éléments invisibles à l'œil nu. Profondément incrusté dans les fibres, dans la jambe gauche du jean, James Stewart remarque de petites projections qu'il suppose être du sang. Ces taches, a priori de sang, étaient bien incrustées dans la trame du tissu, ce qui laisse supposer qu'elles ne résultent pas d'un transfert. Sinon, les taches auraient été en surface. Là, elles étaient vraiment en profondeur, ce qui correspond à une éclaboussure directe. Les taches de sang sont de la même taille et de la même forme que celles que l'on observerait après une blessure infligée par un objet contondant. Des analyses ADN ne tardent pas à révéler qu'il s'agit du sang de Kathy Lamb. Nous avons relevé des traces de sang sur la scène de crime au niveau des murs. Et nous en avons aussi retrouvé à l'intérieur de la jambe du jean de Jeff Lamb. Sur une scène de crime, là où le néophyte ne voit qu'un barbouillage qui lui soulève le cœur, l'expert en taches de sang, le morpho-analyste, est capable de reconstituer le déroulement du drame. La morpho-analyse, dont les principes ont été édictés en 1895 par le docteur Piotrowski, est la branche de la criminalistique qui consiste à examiner la forme et la distribution des traces de sang afin de déterminer les mécanismes qui en sont à l'origine. Cette discipline, qui a pris son réel essor dans les années 50 aux États-Unis, commence à être utilisée en France avec succès. Dans notre affaire, l'expert relève de fines éclaboussures sur le jean du suspect. Les analyses ADN prouvent qu'il s'agit du sang de Kathy Lamb. C'est la preuve incontestable qui permet aux enquêteurs d'affirmer que Jeffrey Lamb, le mari de la victime, a porté les coups fatals. Les traces de sang étaient si profondément incrustées dans le tissu que ça ne peut pas être le résultat d'un contact accidentel. C'était un contact forcé. Heureusement pour nous, il n'a pas pensé à changer de jean. James Stewart va également découvrir une autre information importante. En vérifiant les poches du jean pour s'assurer qu'on ne négligeait aucun détail, il a fini par trouver une boucle d'oreille en diamant qui appartenait à Kathy. Et Jeff Lamb avait déclaré à la police que ces boucles avaient disparu. Les enquêteurs ont maintenant plus de preuves que nécessaire pour procéder à une arrestation. Seule l'arme du crime reste introuvable. 2 mois après le meurtre de Kathy Lamb, un ouvrier trouve un démonte-pneus sur le toit de son immeuble. Il est monté sur le toit du bâtiment parce qu'il y avait une fuite. Et c'est là qu'il a trouvé un démonte-pneus qu'on utilise normalement sur les gros camions. L'immeuble en question est l'entreprise de dépannage pour laquelle Jeff Lamb travaille. Le démonte-pneus a une tête hexagonale pour serrer et desserrer les écrous. L'outil est envoyé au laboratoire de la police scientifique pour rechercher de l'ADN. Nous avons tout tenté pour obtenir des résultats. Le problème, c'est que dans le sud de la Floride, il pleut tout le temps. Le démonte-pneus est resté sur ce toit pendant 2 mois et demi. Le soleil, tout comme la pluie, ont effacé toute trace d'ADN. Mais la forme particulière du démonte-pneus en fait une preuve capitale. Il a infligé des blessures facilement identifiables à la victime. Les experts prennent des photos de la tête hexagonale pour les comparer aux blessures de Kathy Lamb. En observant les plaies sur le visage de Kathy et en voyant la tête hexagonale du démonte-pneus, on ne peut qu'admettre l'évidence. Des coups portés avec cet objet lui ont été fatals. Jeff Lamb est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. L'accusation pense que Jeff voulait mettre fin à son mariage. Il se plaignait souvent de sa femme auprès de ses amis, disant qu'elle était incapable de tenir leur maison, mais il n'était pas non plus un mari exemplaire. Il disait de Kathy que c'était une souillon, alors que son camion était plein de saleté. En fait, il y avait plus de déchets dedans que dans votre poubelle de cuisine. Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie en ce qui le concerne, mais en tout cas, il ne faisait pas mieux que sa femme. Le couple se sépare pendant plusieurs années, puis se réconcilie. Malgré tout, Jeff continue d'avoir de nombreuses liaisons.
Cathy tolère avec difficulté ses infidélités. Je suis tellement triste pour Cathy, tellement désolée aussi parce que je sais qu'elle l'aimait vraiment. Cette situation a vraiment dû la faire atrocement souffrir. Jeff Lamb devait s'acquitter d'une amende de 20 000 $ pour détournement de fonds. Un divorce l'aurait complètement ruiné et aurait compliqué ses remboursements. Jeff avait un très bon ami à qui il a dit « Je ne veux pas perdre ce que j'ai et je toucherai l'assurance vie de ma femme. Je vais la tuer avant qu'elle demande le divorce. » Le bureau du procureur pense que Jeff Lamb avait prévu d'utiliser une partie de l'argent de l'assurance vie de sa femme pour commencer une nouvelle vie avec sa fiancée. L'après-midi du meurtre, Jeff est à son travail. La voiture de l'une de ses maîtresses se trouve dans l'entreprise de dépannage pour subir des réparations. D'après ses collègues, Jeff a pris la voiture pour faire le plein d'essence entre 4h30 et 5h. Les preuves montrent qu'il est retourné chez lui et a attendu que sa femme rentre de son travail. Quand elle est arrivée, il l'a battue à mort avec le démonte-pneus. Il a alors reçu des éclaboussures de sang sur son jean. Les chiens ne l'ont pas attaqué, mais l'agitation dans la maison les a rendus agressifs et ils se sont battus entre eux. Pour les séparer, il a frappé les chiens de Cathy et mis le sien, Bandit, dans la chambre. Il a enlevé les boucles d'oreilles de sa femme pour faire croire à un cambriolage. L'une des boucles sera ensuite retrouvée par la police dans une poche de son jean. Jeff a pris soin de changer de t-shirt et de chemise, mais pas de jean, tout simplement parce qu'il n'avait pas vu de traces de sang. Lisa, une amie de Jeff, l'appelle sur son portable peu après 17h. L'appel est relayé par une antenne relais située près du domicile de Jeff, ce qui prouve qu'il n'était pas sur son lieu de travail. Rien ne laisse supposer que Lisa était au courant des intentions de son amant. Puis il retourne sur son lieu de travail et se débarrasse de l'arme du crime sur le toit de l'entreprise, pensant que personne ne la retrouverait jamais. Pourtant, l'un de ses collègues, en voulant réparer une fuite, finira par découvrir le démonte-pneus utilisé pour tuer Cathy Lamb. Les éclaboussures de sang, puis le relevé des appels téléphoniques, et pour finir, le comportement des chiens, tout pointait dans la même direction. Il avait tout prévu. Il nous a privés de notre fille. Il l'a séparée des siens, de ses amis. Tout ça pour 29 000 $. En septembre 2006, Jeff Lamb est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Nous étions confiants au moment du procès. Tout ne reposait pas sur la science. Il fallait aussi tenir compte du bon sens. Je ne pense même pas qu'un jour, il se demandera comment il a pu faire ça à un autre être humain. Sans compter qu'il s'agissait de sa femme et qu'ils se connaissaient depuis l'adolescence. Sa première erreur a été de ne pas changer tous ses vêtements après avoir commis le meurtre. Le deuxième a été de vouloir se débarrasser de l'arme du crime sur un toit où elle pouvait être retrouvée. Ses vêtements ont été déterminants dans l'enquête. Si les inspecteurs ne lui avaient pas demandé de les ôter pour les faire analyser, nous n'aurions jamais pu l'inculper et le faire condamner. Il serait libre aujourd'hui. En analysant de fines taches de sang incrustées dans les fibres du jean de Jeffrey Lamb, en localisant avec précision le lieu à partir duquel il avait passé un appel téléphonique à Lisa Atzerbell, l'une de ses maîtresses, en retrouvant l'arme du crime sur le toit d'un bâtiment de l'entreprise dans laquelle il était employé, en étudiant l'étrange comportement de ses chiens et enfin en découvrant le double mobile du crime, les policiers sont parvenus à résoudre cette enquête difficile. Nous avons vu qu'expertise scientifique, interrogatoire et déduction se sont admirablement combinés pour éliminer les suspects les uns après les autres et ne retenir que l'auteur du meurtre. Jeffrey Lamb a sauvagement tué sa femme pour percevoir 29 000 $,
le montant de son assurance vie, rembourser ses dettes et vivre avec Jo Steidel, celle qui s'était présentée comme sa fiancée. Tous ces objectifs resteront lettre morte puisque Lamb passera le restant de ses jours derrière les barreaux.